Maintenant, Emmanuel qui va nous parler d'une nouvelle gamme de traitements très à la mode en milieu pédiatrique qu'on connaît nous moins bien en pathologie adulte. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'échanger nos retours d'expérience et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces fameux inhibiteurs d'ASBT. Merci Emmanuel. Merci beaucoup Christophe. Donc effectivement, je vais vous emmener justement un petit peu dans le milieu pédiatrique. Et donc Christophe a posé une question difficile. Que peut-on attendre des inhibiteurs d'ASBT, traitement symptomatique ou traitement de fond? Mais je suis un petit peu rassuré parce que je vois que même chez les adultes et dans vos maladies, vous n'avez pas toujours la réponse. Donc me voilà beaucoup plus détendu. Voilà mes conflits d'intérêts. Je suis consultant pour les deux principaux laboratoires qui font des ASBT inhibiteurs en pédiatrie. Grâce au topo précédent, vous savez tout sur le cycle entérohépatique. Et vous voyez, je ne vais peut-être pas me risquer dans le zoom, mais vous voyez en bas à droite le transporteur IBAT qui permet la réabsorption au niveau de l'iléon terminal des acides biliaires, qui va être la cible de ces IBAT inhibiteurs, donc les inhibiteurs d'IBAT, dont le rationnel est de bloquer la réabsorption de ces acides biliaires au niveau de l'iléon. Ces acides biliaires vont donc être éliminés dans les selles et ce traitement va être assorti d'une diminution des acides biliaires dans le sang. Et bien qu'on ne l'ait pas démontré, on pense que ça diminue la surcharge en acides biliaires au niveau de l'hépatocyte. Et on sait que les acides biliaires à forte concentration sont cytotoxiques. Et donc, on peut espérer une protection hépatocytaire grâce à ces traitements. Et donc, en interrompant le cycle entérohépatique, ces traitements vont donc lever l'inhibition qu'exercent les acides biliaires sur leur propre synthèse, en passant par le fameux cytochrome P7A1 dont on a déjà parlé. Et donc, je vous le donne en mille, ces traitements étaient également développés au départ comme des hypocholestérolémiants, puisqu'ils permettaient de relancer la synthèse des acides biliaires, qui est la principale voie d'élimination du cholestérol de l'organisme. Alors, donc je vous ai dit, je vais vous emmener en pédiatrie avec deux molécules essentiellement, l'odevixibat développé par le laboratoire Albireo, racheté par Ipsen, et le maralixibat développé par le laboratoire Mirum. Ce sont tous les deux des médicaments qui se prennent par voie orale, qui sont des inhibiteurs sélectifs et puissants du transporteur IBAT, ou aussi appelé ASBT, et qui font l'objet d'une absorption minimale, et donc il n'y a pas d'effet systémique. Il y a deux indications principales pour lesquelles on a des datas avec des essais cliniques, des résultats d'essais cliniques publiés, qui sont le syndrome d'Alagille et les PFIC, et il y a des essais en cours dans l'atrésie dévobiliaire, qui est la pathologie la plus fréquente dans nos services. Donc je vais vous emmener d'abord dans le syndrome d'Alagille. Alors, pour illustrer le syndrome d'Alagille, j'ai choisi le maralixibat, et vous voyez ici un effet randomisé, contrôlé contre placebo de phase 2. Il faut bien dire que ces laboratoires ont permis en pédiatrie de faire des essais cliniques qui en fait, ne se sont jamais faits depuis 30 ou 40 ans. Donc pour nous, c'est vraiment une méthodologie rigoureuse à laquelle on n'était pas du tout habitué. Et donc, c'est évidemment très bénéfique. Et donc, vous voyez dans le schéma du haut l'effet sur le prurite du traitement par maralixibat, avec une première phase où tous les patients reçoivent le traitement. Et donc, on observe pendant les 18 premières semaines une diminution du prurite sous traitement. Puis, pendant 4 semaines, les patients sont randomisés. La moitié reste sous traitement, l'autre moitié passe sur un traitement placebo. Et vous voyez que le groupe placebo en rouge, les patients du groupe placebo ont un prurite qui augmente pour rejoindre le niveau de la baseline. Et quand ils sont remis sous traitement à l'issue de ces 4 semaines, le prurite diminue à nouveau pour rejoindre le niveau des patients qui étaient restés sous traitement. Et vous voyez que dans les études d'extension, cet effet a été maintenu dans le temps, bien que justement dans ces études d'extension, il y a un petit biais avec les patients qui les moins répondeurs, qui sont évidemment exclus
et qui ne prennent plus le traitement. Donc il faut interpréter avec prudence, je dirais, les effets des phases d'extension. Donc ça, c'est l'effet sur le prurite. Sur le schéma du dessous, vous avez l'effet sur les acides biliaires. Et donc on observe exactement la même chose, une diminution des acides biliaires sous traitement dans les deux groupes au départ, puisqu'ils reçoivent tous le traitement, et puis pendant la période de randomisation, les patients sous placebo ont un taux d'acide biliaire qui remonte au niveau basal, tandis que ceux sous traitement maintiennent la diminution des acides biliaires, et cette diminution apparaît à nouveau chez les patients du groupe placebo qui reprennent le traitement. Donc on a globalement deux endpoints, le prurite et les acides biliaires, l'un étant évidemment plus objectif que l'autre. Et on sait bien dans ces études, quels que soient les médicaments testés, on sait qu'il y a un effet placebo d'environ 20 à 25% sur le prurite dans toutes ces études. Donc ça, ce sont les données dans le syndrome d'Alagille qui ont été globalement reproduites dans un essai avec la molécule concurrente. Donc, même résultat. Cette étude a permis l'obtention de la mise sur le marché du médicament. Mais la question que tu m'as posée, Christophe, c'est est-ce qu'on peut espérer un bénéfice sur le long terme, sur la fibrose, sur l'histoire naturelle de la maladie? Et donc, à l'évidence, ces études ne permettent pas de répondre à cette question. Et donc, il faut passer par des études rétrospectives, des études de vraie vie. Et donc, je vais justement dire un mot de ces études de vraie vie dont tu as commencé à parler dans ton topo. Donc, ces études de vraie vie, elles sont utiles pour décrire l'histoire naturelle d'une maladie, identifier éventuellement des facteurs de risque d'évolution défavorable et, dans le contexte de ces traitements nouveaux par IBAT inhibitor, elles vont être extrêmement importantes dans le cadre de la surveillance post-mise sur le marché de ces traitements. Et puis, ces données de vraie vie, elles peuvent être aussi utilisées comme bras contrôle pour remplacer un groupe placebo quand les études cliniques ne sont pas faisables, typiquement dans nos pathologies où, comme tu le disais, il y a très peu de malades. Les études pédiatriques, c'est toujours plus compliqué, moins de prélèvements possibles, plus de papiers à faire, etc. Et puis, quand on veut un endpoint tel que diminution de la fibrose ou amélioration de la survie, on sait que ce sont des études qui vont prendre de nombreuses années si on veut démontrer quoi que ce soit. Et donc, globalement, ce n'est pas dans les cordes de ce que peut faire l'industrie. Et donc, il faut recourir à ce type d'études qui comparent un groupe traité à une cohorte historique issue des données de vraie vie. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le syndrome d'Alagille grâce aux données de vraie vie? On sait que c'est une maladie, comme vous le voyez, grave, puisque la survie avec foie natif à 5 ans est de 66%, de 54% à 10 ans et de 40% à 18 ans. Et qu'une grande proportion des patients sont transplantés, mais il y a une mortalité également importante, y compris sans transplantation, du fait de l'atteinte systémique associée au syndrome d'Alagille. Quand on regarde les indications de transplantation, issues donc de ce registre international que je mentionnais, qui s'appelle GALA, quand on regarde les indications de transplantation, on se rend compte que la principale indication, c'est finalement une cholestase chronique sévère, et donc les enfants sont transplantés pour une altération de la qualité de vie secondaire à un prurite réfractaire, une ostéopénie avec des fractures, et finalement assez peu pour une décompensation réelle de la maladie du foie, telle qu'une cirrhose ou une hypertension portale ou une insuffisance hépatique. Et donc c'est un élément important à avoir en tête, et ça c'est vrai aussi pour les PFIC, dans une moindre mesure, mais c'est vrai quand même pour les PFIC. Ça c'est un point important parce que on peut s'interroger sur le caractère vraiment pertinent de la survie avec foie natif en tant que marqueur d'évolution de l'histoire hépatique, parce qu'en fait, on peut transplanter un enfant parce qu'il va se gratter énormément. Pour autant, histologiquement, son foie n'est pas aussi malade que ça, et donc il n'y a pas une corrélation parfaite entre l'indication de transplantation et la gravité de l'atteinte hépatique au sens où on l'entend en hépatologie classique. Et donc ça, c'est un élément important à avoir en tête. Alors des nouvelles effectivement de la SLD il y a 2 semaines, ces données de vraie vie ont montré
que les acides biliaires sériques prédisaient la survie avec Phonatif dans le syndrome d'Alagille. Alors on savait que la bilirubine le prédisait très bien, mais là, cette étude a montré que les acides biliaires étaient un facteur prédictif indépendant de la survie avec Phonatif chez les patients avec syndrome d'Alagille, y compris chez les patients qui avaient normalisé leur bilirubine. Donc évidemment, cette démonstration suggère qu'un traitement qui diminuerait les acides biliaires pourrait avoir un intérêt évidemment sur la survie avec Phonatif. Alors, je reviens aux données de vraie vie. Et donc, je vous disais que ces données de vraie vie, elles peuvent être utilisées notamment pour servir de groupe placebo. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que dans les données cliniques, des recherches cliniques, on a des patients hyper sélectionnés, des critères d'inclusion, d'exclusion très particuliers, un recueil de données de très grande qualité, alors qu'à l'inverse, dans les données de vraie vie, une population plus mixée, avec des données manquantes et un certain nombre de biais. Mais comme l'a très bien dit Christophe, c'est ce qu'on peut faire de mieux dans ces situations. Et donc, on a déjà évoqué l'intérêt de ces données de vraie vie dans la PBC. Et là, je vais vous montrer des résultats d'une étude qui vient d'être acceptée dans les pathologies il y a 2 jours, qui a visé à comparer d'un côté les patients avec syndrome d'Alagille traités par maralixibat, donc un pool de patients issus d'essais cliniques différents. Et on a aligné ces patients sur un groupe contrôle issu des données de vie réelle du registre international des syndromes d'Alagille qui s'appelle donc GALA. Et comme vous le voyez, il y a une survie sans événement qui est supérieure dans le groupe traité versus le groupe contrôle. Et les événements étaient la dérivation biliaire chirurgicale, la décompensation de la cirrhose, la transplantation ou le décès. Donc, une tendance à avoir un effet sur la survie sans événement dans le groupe des patients traités. Et si on regarde les sous-analyses statistiques avec les différentes études de sous-groupes, je ne vous cache pas qu'il y a des méthodologies statistiques derrière tout ça qui me dépassent un petit peu, mais malgré tout, vous voyez la tendance très claire à ce que le bénéfice du groupe traité s'observe dans tous les groupes. Il y a juste un point qui est ici le pruning. Et vous voyez que ça, c'est quand on s'affranchit de ce qui se passe sur les premiers mois qui prennent le traitement. Et on voit que plus on augmente ce pruning, moins l'effet est important. Ce qui, quand même, nous conduit à nous poser la question, est-ce que ce traitement retarde la transplantation ou est-ce que ce traitement permet réellement d'éviter la transplantation et de modifier l'histoire naturelle de la maladie, avec la réserve que je mentionnais déjà, qui est que transplantation n'est pas forcément égale à fibrose dans ces maladies-là. Donc voilà pour ce qui est du syndrome d'Alagille. Je voulais vous dire un mot des PFIC. Et donc là, on dispose d'un autre registre international qui s'appelle le registre NAPUD, qui a permis déjà il y a quelques années, vous voyez, il y a 3 ans, d'obtenir des données de vie réelle extrêmement intéressantes qui montrent que la survie avec Phonatif de ces patients atteints donc de PFIC2, déficit en BSEP sévère, dépend du génotype. Les autres patients du groupe BSEP3 ont des mutations STOP et donc ont une survie avec Phonatif de 3,5 ans, donc extrêmement sévère, alors que les patients du groupe BICEP1 et BICEP2, qui ont des survies de 7 ans et des survies moyennes, des survies médianes avec Phonatif de 7 ans et de 20 ans, ont, eux, des mutations faux-sens de type un peu différent entre les BICEP1 et les BICEP2. Et donc, je vous mentionne cette différence parce que les patients qui vont être inclus dans les essais cliniques par traitement par AEBAT avec cette maladie PFIC2 étaient les patients de type BICEP1 et BICEP2. Les patients les plus sévères de la catégorie donc BICEP3 étaient initialement pas inclus dans les études. Alors, ce qu'on sait également, c'est qu'un certain nombre de ces patients s'améliorent après dérivation biliaire chirurgicale. C'est une observation qui a été faite avant même qu'on comprenne les maladies dont ils souffraient.
Et ces données de vraie vie donc, que j'évoquais sur le registre international a permis de montrer que la diminution des acides biliaires après dérivation biliaire chirurgicale prédisait la survie avec foie natif. Et vous voyez que les patients qui, après dérivation, ont des acides biliaires sériques qui passent sous 102 micromoles par litre, ont une survie avec foie natif bien meilleure que ceux qui ont plus de 102. Et on observe la même chose, le même effet quand la diminution des acides biliaires est supérieure à 75% du départ. Donc là encore, un lien entre le biomarqueur acide biliaire sérique et un hard endpoint, entre guillemets, qui est la survie avec foie natif. Donc là, pour illustrer l'effet des IBAT dans les PFIC, j'ai choisi donc l'autre molécule, l'odevixibat, avec deux études. Une première étude PETFIC-1 qui comprenait 3 groupes avec 2 doses d'odevixibat 40 et 120 microgrammes qui étaient comparées à un groupe placebo. Et puis une étude d'extension dans laquelle les enfants qui recevaient la dose de 40 passaient à la dose de 120. Ceux qui étaient sous 120 continuaient de recevoir 120. Les patients sous placebo recevaient 120. Et à cette occasion, pouvaient également s'ajouter des patients qui ne remplissaient pas les critères d'inclusion de l'essai PETFIC1, c'est-à-dire typiquement les patients avec des mutations sévères que j'évoquais ou des patients avec des PFIC autres que les PFIC1 et PFIC2, qui étaient les deux maladies ciblées par l'essai PETFIC1. Donc, qu'est-ce qu'on a observé d'abord sur l'étude PETFIC1 une diminution du prurite dans le groupe des patients traités par odevixibat, enfin dans les 2 doses, une diminution des acides biliaires sériques. Donc ça, c'est pour la première partie de l'étude. Et puis, là, on a les patients sous placebo en violet discontinu qui sont comparés aux 2 doses d'odevixibat en termes de prurite. Et ça, c'est PETFIC1. Et PETFIC2, vous avez les patients sous placebo qui passent sous traitement. Donc ça, c'est la ligne violette discontinue qui passe en violet continu. Donc ça, c'est les patients sous placebo qui se mettent à recevoir le traitement. Et ça, c'est la cohorte additionnelle de patients qui ont soit des mutations sévères, soit des PFIC d'autres types. Et donc, et puis bien sûr, ici, c'est les patients qui reçoivent depuis le début le traitement. Et donc, globalement, on observe de la même manière une amélioration significative du prurite et des acides biliaires sous traitement par odevixibat chez ces patients. Alors là encore, effet sur la survie ou effet cosmétique, des études statistiques qui n'étaient pas prévues dans les endpoints de départ ont montré que quand on s'intéresse aux patients qui vont répondre sur le plan biologique, c'est-à-dire chez qui les acides biliaires vont baisser, ou ceux qui vont répondre sur le plan clinique, c'est-à-dire ceux chez qui le prurite va diminuer, eh bien, on observe dans ces cas-là une amélioration de la survie sans transplantation comparée aux patients qui ne répondent pas. Mais encore une fois, la transplantation de ces patients ne signifie pas toujours cirrhose, CHC ou insuffisance hépatique et hypertension portale. Donc, est-ce que ça modifie l'histoire naturelle de la maladie, à proprement parler? On n'a pas la réponse. Pour l'atrésie des voies biliaires, 2 études en cours. L'odevixibat avec un endpoint qui est la survie avec foie natif à 2 ans. Et le marilixibat avec un primary endpoint qui est la bilirubine 6 mois post-traitement. Et les 2 sont en cours, donc pour l'instant, on n'a rien à dire sur ce sujet. Donc, en conclusion, chez l'enfant, les inhibiteurs d'ASBT permettent de réduire le prurite et les acides biliaires chez certains patients avec syndrome d'Alagille, à peu près 70% de patients répondeurs dans le syndrome d'Alagille et à peu près 50% de patients répondeurs dans les PFIC. Il y a une bonne tolérance de ces traitements, les effets secondaires les plus fréquents étant digestifs, de type diarrhée, douleur abdominale, le plus souvent transitoires et en début de traitement. Il y a quand même quelques cas d'interruption de traitement du fait de ces effets secondaires, mais c'est, je dirais, assez marginal. Donc ça, c'est ce qu'on sait.
Et puis, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit découvrir et qu'on ne sait pas bien. Y a-t-il des éléments qui permettent de prédire la réponse à ces traitements? Donc, dans le syndrome d'Alagille, il y a un signal très clair sur le fait que la bilirubine à la baseline prédit la réponse. Et donc, les patients les plus jaunes sont peu répondeurs, ce qui est assez logique, les patients les plus sévères. Pour les PFIC, c'est beaucoup plus compliqué parce que les PFIC, c'est un groupe extrêmement hétérogène de maladies, donc ça va dépendre du type de PFIC. Mais il y a notamment des données récentes sur les déficits en myosine 5B et en TJP2, qui sont des PFIC, pas de type 1, 2, 3, mais avec d'autres numéros après. Il y a des résultats très intéressants avec notamment des patients qui vont déjaunir et donc des arguments pour peut-être plus qu'un effet cosmétique chez ces patients, mais ce sera très difficile, étant donné la rareté de ces maladies, de démontrer les choses de manière formelle. Ça dépend aussi du génotype. On l'a vu pour la PFIC2, les patients avec les mutations les plus sévères ne répondent probablement pas et ils n'étaient même pas inclus dans les essais au départ. Et est-ce que les données biologiques, fonctions de synthèse, bilirubine, ont également un effet de prédiction de réponse à ce traitement dans les PFIC? Ça, on n'a pas encore d'informations sur ce sujet. Alors, ce qu'on ne sait pas très bien non plus, c'est quel est le dosage idéal pour ces traitements, et donc en particulier chez les patients qui ne répondent pas, que faire? Est-ce qu'on augmente la dose? Bon, on n'a pas la réponse. Quand les patients ne répondent pas, quand est-ce qu'il faut arrêter? Parce qu'il y a quelques cas de patients dits répondeurs tardifs rapportés. Donc, combien de temps on se donne avant d'arrêter ces traitements? Bien sûr, il n'y a pas d'études qui comparent une drogue par rapport à l'autre, et il n'y en aura vraisemblablement pas. Donc ça, c'est aussi les données qu'il va falloir qu'on construise nous-mêmes, de savoir si on peut rattraper des patients en changeant de drogue. Une autre question, c'est quelle est la place de la dérivation biliaire chirurgicale, notamment chez les patients qui sont en échec de ces traitements. On a tendance à penser que quand on ne répond pas à ces traitements, il y a peu d'espoir que la dérivation biliaire chirurgicale fonctionne, mais pour autant, la dérivation biliaire, elle élimine pas que les acides biliaires qui sont ciblés par les AIBAT. Donc il y a peut-être un potentiel à avoir plus d'effets. Il y a quelques histoires de chasse de patients qui n'auraient pas répondu aux AIBAT inhibiteurs et qui auraient répondu à la dérivation biliaire chirurgicale. À l'inverse, est-ce qu'on a suffisamment confiance dans ces molécules pour fermer une dérivation biliaire chirurgicale chez un patient et remplacer par un AIBAT inhibiteur? C'est extrêmement tentant, mais on a des patients qui ont une vie normale avec ces dérivations biliaires et chez qui on a quand même une certaine réserve à faire ça et à faire en sorte qu'ils se regrattent et éventuellement qu'ils aillent vers la transplantation. Donc ça, on n'a pas encore de données fortes là-dessus. Et puis, pour ce qui est des effets sur la survie avec voie native ou sur la modification de l'histoire de la maladie, comme je vous le disais, la survie avec voie native, c'est pas forcément le meilleur endpoint dans ces maladies. Et donc, il faut qu'on se dirige vers des endpoints tels que ceux qui sont faits chez l'adulte, notamment l'élastométrie, qui est certainement plus facile à faire que l'histologie, la biologie hépatique avec les fonctions de synthèse ou l'existence d'hypertension portale. En tout cas, beaucoup de données sont encore nécessaires, soit issues des données à long terme des études cliniques, mais essentiellement des études, des données de vie réelle, que ce soit les données qui vont être agrégées après l'autorisation de mise sur le marché dans ces deux pathologies, et en s'appuyant sur les registres que j'évoquais, qui permettent peut-être de constituer des bras contrôle à moindre coût. Donc tout ça va nécessiter des collaborations entre académiques, des collaborations avec les pharmas, avec les associations de patients. Il y a un certain nombre d'institutions facilitatrices telles que le Forum for Collaborative Research, dont on peut espérer qu'avec toutes ces énergies, on puisse apporter des réponses un peu plus certaines dans les prochaines années sur ces questions. Voilà, je vous remercie.